Donc voilà, j'ai le plaisir de présider cet après-midi. Et donc, on commence par une communication donnée par Isabelle Le Pape, qui est conservatrice des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France, chef de service art au département littérature et art. Elle est agrégée en art plastique et docteur en esthétique, technologie et sciences de l'art. Elle a enseigné en université, notamment à l'université de Paris 8 et en école supérieure d'art à l'Institut régional d'art visuel de Fort-de-France et à l'école supérieure d'art Françoise Comte. Voilà, donc je vous cède la parole. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Donc, je vais un petit peu explorer avec vous. Ah oui, j'ai oublié d'allumer mon micro, excusez-moi. Donc, je vais explorer un petit peu avec vous l'histoire des collections de monographies sur la photographie à la Bibliothèque nationale de France, qui est considérée comme le plus grand centre documentaire sur la photographie en France. En effet, avec d'autres bibliothèques et institutions qui conservent des ouvrages ayant trait à la photographie, elle est l'un des acteurs essentiel qui contribue à préserver ce patrimoine éditorial et à le valoriser également auprès d'un public d'amateurs, de professionnels, mais aussi de chercheurs. Ces collections sont réparties dans différents départements qui sont soit thématiques, soit spécialisés. Et ces collections éditoriales se sont étoffées au fil du temps, mais surtout au regard de l'évolution des techniques de reproduction et d'impression des images. Je vais donc revenir un petit peu sur l'histoire de ce contexte éditorial et à expliquer la place de ces ouvrages dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Dans un premier temps, je vais revenir un petit peu sur l'histoire du dépôt légal pour rappeler un petit peu l'historique de ces premières collections. C'est donc avec cette loi du dépôt légal qui est inscrite dans le Code du patrimoine, qui oblige tout éditeur, imprimeur ou producteur à déposer chaque document édité, produit ou diffusé sur le territoire national, que les monographies ayant trait à la photographie sont entrées dans les collections de la BNF. Alors on dit BNF pour aller plus vite. Dès les premiers spécimens élaborés au XIXe siècle. Ce dépôt légal a été institué en 1537 par François Ier, mais c'est un dispositif qui a évolué au regard de l'évolution des techniques de l'imprimerie et de la variété des supports. Ce dépôt légal, qui est obligatoire pour tous les documents, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public, eh bien, ce dépôt légal concerne aussi bien des documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, les périodiques, mais aussi des brochures, des estampes, des gravures, des cartes postales, des affiches, des photographies, des cartes, des plans, des globes, etc. Ça va jusqu'aux jeux vidéo, par exemple, et au dépôt légal du web plus récemment. Son objectif est donc la collecte, la conservation de ces documents et aussi leur consultation, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. C'est donc dans ce cadre législatif que les monographies dédiées à la photographie sont entrées dans les collections de la BNF dès les premières réalisations d'albums de photographie durant la seconde moitié du XIXe siècle. Je vais revenir rapidement sur cette histoire de ces premiers albums. Mais historiquement, avant la création de la bibliothèque François Mitterrand, qui est située dans le 13e arrondissement, ces ouvrages concernant la photographie étaient conservés sur le site historique de Richelieu, qui est situé pas loin de l'Opéra, et notamment au département des estampes et de la photographie, qui était l'ancien cabinet des estampes, créé en 1667. C'est à partir de 1851 que ce département a vu son périmètre s'étendre à la photographie, lorsque les photographes ont commencé à faire don de leur production. Depuis cette date, il acquiert et reçoit des ouvrages dédiés à la photographie. Outre les ouvrages arrivés par le dépôt légal, de nombreux titres proviennent aussi de dons effectués par des photographes français. Autour de ces fonds, qui contiennent des œuvres de Nadar, Gustave Le Gray, Henri Cartier-Bresson ou encore Diane Arbus, pour en citer quelques-uns, les collections de monographies ont été élaborées dans le but de guider les chercheurs sur ce champ relativement récent de la recherche, mais aussi poursuivre cette production éditoriale spécifique qui participe à l'histoire de la photographie. C'est dans cette optique que les acquisitions sont faites pour compléter les fonds, notamment dans le domaine des publications étrangères.
Les ouvrages qui sont conservés au département des estampes et de la photographie témoignent donc de cette histoire de l'édition photographique, depuis les premiers collages de photographies à côté du texte imprimé, procédé qui était long et coûteux et qui marqua les débuts d'un secteur éditorial. En effet, les premiers albums photographiques comportaient des planches faites d'épreuves collées sur un support papier fort ou cartonné. Durant les années 1970, alors que se développe le nouveau champ artistique autour de la photographie en tant que médium, un conservateur va être nommé au sein du département des estampes et de la photographie pour valoriser ses collections. Il s'agit de Jean-Claude Lemagny, qui est décédé récemment, et son action en fait, va déterminer les orientations dans ce domaine entre 1968 et 1996. Il va jouer un rôle prépondérant dans la reconnaissance du livre de photographie. Il crée notamment en 1971 la Galerie de photographie à la Bibliothèque nationale, qui met en valeur la photographie contemporaine et participe également à des publications de catalogues d'exposition autour d'Édouard Bouba, Gary Winogrand et Christian Milavanov, pour en citer quelques-uns. Je vais expliquer un petit peu maintenant comment ces collections sont réparties au sein de la BNF. Elles sont dispersées effectivement dans les différents départements spécialisés et thématiques. Les livres de photographie constituent donc des fonds spécifiques, non seulement du fait de leur thématique, de leur rareté, de leurs caractéristiques, mais aussi d'une répartition qui tient à l'histoire des collections de la BNF, qui, avec la création du site de Tolbiac, ont été organisées selon des thématiques. La plupart de ces fonds ont été constitués autour de collections de photographies anciennes, mais aussi contemporaines, et sont conservés au département donc des estampes et de la photographie. Mais le département des arts du spectacle conserve également de nombreux fonds d'images sur les spectacles et les artistes, et notamment de photographies de théâtre. Ils ont donc des monographies dans ce domaine. Des photographies se trouvent aussi pour des raisons historiques à la réserve des livres rares et précieux, à la bibliothèque de l'Arsenal et à la bibliothèque musée de l'Opéra, que certains connaissent peut-être pas. La réserve des livres rares est un département considéré comme spécialisé. Il est situé sur le site de Tolbiac et il conserve en effet des éditions originales, des livres illustrés importants, mais aussi de nombreux livres d'artistes, dont certains relèvent du champ photographique. D'autres départements disposent aussi d'ouvrages ayant trait à la photographie, notamment le département de l'audiovisuel, qui possède des éditions en lien avec les techniques liées à l'art numérique ou avec le net art. Le département littérature et art, dont je fais partie, est celui qui reçoit principalement les monographies dédiées à la photographie par le biais du dépôt légal, c'est-à-dire les ouvrages édités en langue française ou édités sur le territoire français ou publiés en France. Tandis que les ouvrages ayant trait aux techniques de la photographie sont dirigés, eux, vers le département des sciences et techniques. En outre, les monographies consacrées à la photographie et à l'anthropologie constituent, eux, plutôt une partie des fonds du département philosophie, histoire et sciences de l'homme, tandis que le champ de la photographie de presse et du photoreportage, comme on a pu le voir ce matin par exemple, participent, eux, à un axe important du département droit, économie et politique. Au final, la Bibliothèque nationale de France est l'institution la plus riche en photographie en France. Plusieurs de ces départements conservent des fonds de grande valeur. Le département des cartes et plans possède par exemple le fonds de la Société de géographie qui a été fondé en 1821, qui est composé de 90 000 photographies et s'était évalué en 2003. Pour se repérer face à cette dispersion des collections, le meilleur outil reste le catalogue qui permet une cartographie un petit peu plus précise. Comme dans toutes les bibliothèques, les monographies dédiées à la photographie sont classées dans les différents départements qui les conservent, en fonction de leur cotation, mais aussi selon les lieux où les chercheurs peuvent les trouver grâce aux données de localisation que l'on peut voir sur le côté. Ces données de localisation donnent des précisions, notamment pour les lieux où sont conservés ces documents, donc soit dans les magasins, soit sur le site de Tolbiac, sur le site de Richelieu, sur le site de l'Arsenal, voilà, etc. Mais aussi des données de localisation sur les salles de lecture où on peut les trouver, soit en rez-de-jardin, c'est-à-dire dans les salles qui nécessitent un accès spécifique avec une carte de recherche, ou dans les salles de lecture de la bibliothèque d'études qu'on nomme haut de jardin. Donc j'ai mis cet aperçu ici où on voit les différentes salles du haut de jardin. J'ai juste mis une entrée photographie, ça ne veut pas dire qu'on trouve tout, mais ça permet d'avoir une petite idée.
Certains ouvrages sont également conservés donc, sur les sites de la bibliothèque de l'Arsenal, de la bibliothèque musée de l'Opéra, à la maison Jean Villard à Avignon. Les départements spécialisés sont plutôt situés sur l'ancien site de la bibliothèque, c'est-à-dire rue de Richelieu, à l'exception de la réserve des livres rares. Et eux, ils conservent de nombreux ouvrages, notamment au département des Estampes, mais aussi dans la salle ovale, qui a récemment été ouverte au public. Alors là, je vous montre juste, dans mon service, on a la salle art, donc la salle F, qui a de nombreux ouvrages de photographie, qui est en haut de jardin. Voilà, la salle ovale, elle a été récemment ouverte à tous les publics, c'est-à-dire sans condition, gratuitement. Et elle propose, alors le catalogue évolue tous les jours, hein, mais récemment, c'était 2900 titres en lien avec la photographie. Et la Bibliothèque nationale de France a donc tout d'abord utilisé un classement de livres par ordre méthodique qui a été mis au point entre 1675 et 1684. Il s'agit de la fameuse cotation Clément, Nicolas Clément, qui était un bibliothécaire du roi et qui déterminait l'ordre des livres dans les catalogues et dans les magasins pendant 3 siècles. Ce classement comprenait de nombreuses divisions représentées par les lettres de l'alphabet latin. Et en général, les lettres art, c'était U, mais qui s'écrit par un V, c'est art et sciences. Et elles étaient ensuite subdivisées par format, folio, quarto, octavo, puis aussi en thématique. Les ouvrages ayant trait à la photo, qui ne sont pas conservés dans les magasins mais accessibles en libre accès, eux, sont regroupés sous la cote de la Dewey 770. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai fait un exemple de recherche donc, dans le catalogue de la BNF et j'ai obtenu, avec juste le terme photographie, 216 876 résultats dans la catégorie de support livre, dont 157 908 en langue française. S'il est difficile de se repérer face à la diversité et à l'importance des collections de monographies dédiées à la photographie, à la BNF, c'est que cette grande catégorie de livres photos semble pouvoir s'agencer en plusieurs subdivisions. Si la classification Dewey est encore utilisée pour le rangement dans de nombreuses bibliothèques publiques, nous, c'est plutôt en haut de jardin qu'on va l'utiliser, mais aussi dans le libre accès en rez de jardin. Mais on ne va pas pouvoir rentrer dans tout le détail qui se restreint à des procédés techniques et à des genres et à des styles. Et on ne pourra pas avoir tout l'ensemble en fait, des collections sur la photographie à la BNF. Je vais revenir un petit peu sur l'aspect historique de ces premiers livres qui sont rentrés donc aux estampes, au département des estampes et de la photographie. Et on peut considérer plusieurs ouvrages, notamment cet ouvrage très connu de Fox Talbot, que vous voyez ici, paru en 1844, considéré comme un des premiers livres de photographie, avec des calotypes hors texte et puis le texte en regard. Mais on le voit dans cette seconde moitié du XIXe siècle, les procédés techniques de photogravure puis de similigravure vont permettre d'améliorer très vite les possibilités d'impression d'ouvrages entre 1850 et 1880. On a de nombreux ouvrages donc, qui sont conservés aux estampes, comme notamment cet ouvrage de Maxime Ducamp, qui Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, et qui est illustré par de nombreuses photographies prises lors d'un périple avec Flaubert, mais qui correspond plutôt à des missions et à des travaux scientifiques. On a aussi donc d'autres ouvrages que je n'ai pas mis ici, mais les excursions daguerriennes de 1842, qui relèvent aussi de relevés archéologiques, de manuels techniques aussi, avec d'autres ouvrages qui sont conservés par la Société de géographie, et c'est de cette manière-là qu'ils sont rentrés dans les collections. Et on a aussi Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, publié en 1884 chez Firmin Didot. Et celui-là, par contre, il est conservé au département Philosophie, Histoire et Sciences de l'Homme. Dans ces premières monographies, on va découvrir donc l'utilisation du procédé de la similigravure, qui permet de placer l'image au milieu de la composition typographique. Et Michel Melot et Claude Collard, donc des historiens du livre, reviennent souvent sur ces expérimentations qui furent nombreuses, je les cite, pour trouver les procédés d'impression qui pourraient satisfaire les demandes des éditeurs d'illustrer leurs ouvrages de photographie au même titre que le texte. Cette frénésie, c'est ainsi qu'ils le décrivent, aboutit à l'essor des procédés photomécaniques à la fin du XIXe siècle et à l'émergence des grands éditeurs imprimeurs, Firmin Didot, Goupil, Le Mercier, Braun.
Donc ce déploiement en fait, technique va apporter un renouveau à l'univers du livre et va connaître un essor considérable jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, et on va appeler ça souvent des musées de papier. En effet, ces premiers livres de photographie présentent des similitudes avec un fond blanc, l'utilisation d'un cadre, une légende, et donnent forme à ce qu'on va appeler l'album de photographie. Puis vont apparaître au courant des années 20 des objets éditoriaux nouveaux avec une grande variété de formats, de mise en page, et qui vont refléter les courants de la modernité artistique. Parmi les plus intéressants, j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont dans nos collections, notamment Antlitz der Zeit, 60 Aufnahmen deutschen Menschen des 20. Jahrhunderts de August Sander, qu'on voit ici. Et ceux-là, ils sont au département des estampes et de la photographie. On a également Paris de nuit, qui, lui, date de 1933 et est conservé à la réserve des livres rares. Donc, il est plutôt considéré comme un livre d'artiste, en quelque sorte. On a aussi Facile, avec des photographies de Man Ray et des poèmes de Paul Éluard de 1935, également conservés à la réserve des livres rares. D'autres livres vont témoigner de cette innovation et de ces audaces formelles et de cette relation entre image et texte, comme vraiment très particulière ici, avec aussi le travail de la photographe allemande Germaine Krull, avec cet ouvrage Marseille, édité chez Plon en 1935, qui est aussi à la réserve des livres rares. Je vous ai sélectionné d'autres exemples. Alors vous voyez ici, en fait, ils sont reliés, mais en fait, c'était un cahier à spirale. Mais ils sont reliés pour des questions de conservation, c'est-à-dire voilà, que les pages ne se détachent pas et pour protéger l'ouvrage. On a aussi Aveu non avenu de Claude Cahin. Alors celui-là, je me suis amusée à le prendre en photo dans Gallica Intramuros. Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la BNF, mais comme il est encore pour des raisons de droit protégé, eh bien on peut avoir accès à la totalité de l'ouvrage uniquement dans les murs de la BNF sur des postes informatiques dédiés. D'autres livres ont marqué aussi les historiens, et celui-là, donc La Poupée, 1936, avait été tiré à 100 exemplaires avec 10 tirages argentiques. Ces livres donc constituent vraiment un exemple des fonds remarquables en fait sur ces premières éditions de livres de photos, par l'originalité de leur contenu, par leur conception, leur format, leur mise en page. J'ai sélectionné encore un des derniers exemples intéressants que j'ai pris aussi dans Gallica Intramuros, qui est Mr. Knife et Miss Fork de Max Ernst, parce qu'on est ici aussi dans une tradition du livre de bibliophile, c'est-à-dire avec une tradition 19e, l'ouvrage relié en cuir, dans un étui raffiné, avec une reliure décorée de percaline noire, ornée de fer doré à froid, et d'après une maquette de l'artiste. Cet ouvrage, qui était une adaptation d'un roman de Babylone de René Crevel, témoigne de son souhait de rester dans une certaine tradition, tout en intégrant des collages photographiques. On peut parler ici de clichés verts, c'est-à-dire ce sont des techniques de photogrammes qui évoquent les frottages, qui font surgir des apparitions. On le voit, ce livre de photographie va être au cœur à la fois de démarches littéraires, on a vu des poètes, des écrivains, de démarches artistiques et esthétiques durant cette période de la modernité. Donc il est vraiment au carrefour aussi d'un objet éditorial nouveau. La qualité de la mise en page et sa matérialité très soignée rappellent que ce livre photo est un objet particulièrement complexe. On y voit la collaboration entre artistes, écrivains, poètes et éditeurs qui sont courantes et qui donnent lieu à de nouvelles possibilités techniques. C'est le cas aussi de cet exemple, dernier exemple dans cette période de la modernité de Man Ray. Pardon, c'était une autre page de Mr. Knife. Man Ray, donc, qui présente des photogrammes originaux, donc 10 rayogrammes reproduits en héliogravure, montés sur papier fort et insérés dans des serpentes doubles en papier calque, commandé par la CPDE, donc cette compagnie parisienne de distribution d'électricité. Il fut tiré à 500 exemplaires et il était à destination des cadres de l'entreprise. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est conservé dans un département encore différent, département sciences et techniques. Et il illustre aussi
en fait, la variété de ses collections, puisqu'il était destiné, en fait, il n'était pas destiné à être vendu il était destiné vraiment au cadre de l'entreprise. Donc, toutes ces différences de procédés reflètent des courants esthétiques assez différents dans l'histoire du livre, mais ça va être surtout dans les années 50, avec la baisse des coûts de fabrication, l'évolution des procédés de reproduction d'images en couleur, qu'on va voir de nombreux photographes s'emparer, intervenir dans la conception de ces ouvrages, intervenir dans la mise en page, et pour aller un petit peu plus loin dans la diffusion en fait de ces titres. Je vais prendre quelques exemples de cette période, avec notamment cet ouvrage de William Klein, qui avait reçu le prix Nadar en 1957, et aussi l'ouvrage de Robert Frank, qui était considéré comme révolutionnaire à cette époque-là. Jean-Luc Monterosso rappelait que ces années d'après-guerre avaient marqué une rupture importante dans l'édition photographique. Robert Frank et William Klein ont contribué, selon lui, à faire en sorte que le livre soit partie intégrante de l'œuvre. La mise en page des Americans était rythmée par ce drapeau américain au sein des pages, et dans cette tradition, en fait, renvoyait plutôt à l'idée du livre d'artiste. En France, ça va être durant les années 70 que le livre de photographie va connaître aussi un effort sans précédent. Autour de la génération de Winogrand, de Diane Arbus et de Friedlander, on va voir apparaître des préoccupations un petit peu différentes pour ces artistes qui vont commencer à utiliser les musées, les galeries et l'enseignement pour s'assurer un revenu, et vont du coup pouvoir aller vers des démarches d'édition de leurs propres livres, plutôt que sur le soutien d'éditeurs. Donc ils vont pouvoir se lancer un peu dans des aventures en quelque sorte. On assiste aussi à cette époque à une multiplication des lieux d'exposition et d'événements qui vont contribuer à ce foisonnement d'initiatives éditoriales. Les photographes vont donc être associés à la création de nouvelles typologies de projets. En France, on a par exemple les éditions Marval qui sont fondées en 1969, qui va donner un nouvel élan aux ouvrages de photographie avec l'ouvrage de William Klein, mais aussi l'éditeur Höbeke, né en 84, qui va publier beaucoup d'ouvrages sur Doisneau, Willy Ronis. On a la création des rencontres d'Arles en 1969 par Lucien Clerc, qui va favoriser aussi ce médium, et l'ouverture de la Maison européenne de la photographie en 1995, qui va accentuer cette reconnaissance. Et la directrice de la bibliothèque rappelle qu'on assiste à partir de ces années 90 à une véritable explosion du nombre de livres parus. Cette explosion, selon elle, est concomitante à la multiplication des musées, des institutions, des galeries et des festivals consacrés à la photographie. D'après l'enquête que j'ai pu lire en fait, sur le livre de photographie mené par la délégation à la photographie en 2019 du ministère de la Culture, ce paysage de l'édition autour de la photographie est composé non seulement de généralistes, d'éditeurs de livres de beaux-arts et d'éditeurs spécialisés dans le livre de photographie, mais aussi d'initiatives autour de maisons d'édition indépendantes qui se développent, proposent des livres-objets de grande qualité, mais c'est un secteur qui reste encore fragile en raison du coût élevé de conception, d'impression et de distribution. Parmi ces éditeurs indépendants se trouvent de nombreuses maisons d'édition qui sont en lien souvent étroit avec le département des estampes et de la photographie, qui ont développé beaucoup de liens avec des photographes qui viennent parfois directement déposer en fait leurs ouvrages. On a les éditions Xavier Barral, Guyne The Gall, Locaux, Filigrane, Trélazan, Transphotographique Presse, Imaginaire, Le Point du Jour, Le Bec en l'air. Donc, je vous ai montré quelques exemples pour juste vous rappeler qu'en fait, il y a un travail de veille constant mené par les collègues de la BNF pour suivre en fait de près ces éditeurs. Certains de ces éditeurs donc, sont également centres d'art, organisent aussi des expositions dédiées à la photographie et vont contribuer à la forte visibilité de leurs ouvrages. Les maquettes, souvent conçues sur mesure, viennent renforcer l'identité visuelle et forte de ces catalogues qui sont proposés en ligne. Et les résidences d'artistes aussi viennent contribuer à ce terreau, à cette fertilité. Les activités de ces centres d'art vont toucher aussi certains publics en région aussi, c'est assez intéressant, et vont développer grâce aux techniques liées aux évolutions liées au numérique, à la PAO, à l'offset. On va assister aussi à des initiatives
nouvelle, à des possibilités de monter financièrement aussi des projets auditoriaux, qui sont aussi dus à des activités parallèles qui sont menées. C'est le cas, par exemple, des éditions Xavier Barral, par exemple, dont plusieurs ouvrages ont été récompensés. Donc, j'ai pris quelques exemples, comme cet ouvrage, mais aussi Selon China, par exemple, qui a obtenu le prix Nadar. Pour terminer ce rapide tour des collections, que ces collections soient arrivées, en fait, par le biais du dépôt légal, reçu par don, donc j'évoquais ces liens avec des photographes, par échange aussi, ou acquis par les chargés de collection. Il constitue un vaste ensemble qui traduit les évolutions historiques depuis les premiers albums de photographie jusqu'aux tendances les plus récentes dans ce domaine. Depuis les années 90, en bibliothèque comme en musée, on assiste à cette valorisation de la photographie et de son périmètre. L'originalité de la Bibliothèque nationale de France par rapport à d'autres bibliothèques nationales, ça a été la création sur le site François Mitterrand d'une des plus riches collections en libre accès. Au total, en 2003, on comptait 575 000 volumes qui se répartissaient en libre accès entre le Haut-de-Jardin et le Rez-de-Jardin, estimait Danielle Renoux et l'ancienne directrice de l'établissement. Pardon, c'était en 2011, c'était Jacqueline Sanson. Pour mieux diffuser ces titres auprès des publics, il y a une politique documentaire qui vise à acquérir l'offre, mais aussi à présenter ces ouvrages et à les valoriser. On y trouve donc des photographes du monde entier, puisque les acquisitions vont s'ouvrir à des langues et à des périmètres géographiques assez variés. Et la salle ovale, donc, justement, déploie cette offre autour de cette nouvelle collection. Alors, je montre, excusez-moi, je reviens sur quelques visuels. Des événements sont organisés donc, pour les valoriser, comme la Bourse du Talent, qui est organisée en partenariat avec d'autres institutions, qui vise à récompenser le talent de jeunes artistes émergents dans la photographie. Et il y a une politique d'exposition qui est menée aussi par le département des estampes et de la photographie. Depuis plusieurs années, en effet, en partenariat avec le musée Nicéphore-Niepce, la BNF participe à l'attribution du prix Nadar Jean d'Image, créé en 1955 par Albert Plessis, pour récompenser un livre consacré à la photographie ancienne ou contemporaine, édité en France au cours de l'année. Donc j'en ai mis quelques-uns ici. Les travaux donc, de ces lauréats viennent ensuite enrichir les collections du département, mais c'est aussi l'occasion de les présenter, donc souvent sous vitrine, à l'occasion de cette bourse du talent. Voilà, donc j'ai pris 2 exemples de vitrines en 2022, cet hiver. Voilà, et puis je voulais terminer par l'importance aussi de ces expositions menées par le département des estampes et de la photographie qui donnent l'occasion aussi de bibliographie, puis de faire connaître ces fonds. Donc j'en ai donné 2 exemples, noir et blanc, qui va avoir lieu à l'hiver prochain, et qui avait lieu au Grand Palais, mais qui va être repris à l'hiver prochain, et parce qu'elle n'avait pas pu avoir lieu en raison du Covid. Et puis Paysage français, qui a eu lieu il y a quelques années, je n'ai pas la date en tête, mais je crois que c'était en 2019, oui, 2018. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Voilà. Après, hein. Merci beaucoup. Je sais pas, en principe, on est parfaitement dans le temps. On peut déjà, vous pouvez rester. On va déjà faire un petit. En fait, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des collections de livres photographiques de la BNF. Donc, moi, je retiens surtout 2 aspects qui me semblent particulièrement intéressants, qui ont été aussi déjà évoqués dans d'autres communications. Le premier est la question du classement. Et on a vu que les collections sont dispersées à travers plusieurs, on pourrait dire, départements, oui, estampes et photographies, livres rares, audiovisuels, littérature et art, philosophie, histoire de l'homme, droit, géographie, etc. Donc ça, je trouve quand même, c'est une particularité du livre photographique, qu'il n'y a pas une catégorie livre photographique, mais que c'est dispersé. Et je pense que c'était Vincent Charousseau qui a aussi évoqué cette question en disant, voilà, je préfère que mes livres se trouvent dans le rayon vie sociale que dans le rayon art. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la question
des différents acteurs qui contribuent à un livre photographique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le livre récent de Paul Edwards qui parle du photo book as a world. Donc, le livre photographique, ce n'est pas le produit d'un auteur, mais c'est un monde qui inclut aussi les éditeurs, les collectionneurs, les graphistes, les imprimeurs, les éditeurs, etc., etc. Et donc, ça aussi, je pense que c'est un aspect qu'on pourrait discuter, mais je vous passe la parole. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous digérez encore votre repas ? Alors peut-être pour revenir sur le premier point qu'énonçait Alexander, ça fait plusieurs fois qu'on aborde depuis le début de la journée cette question de l'inclassabilité du livre et notamment alors par rapport au classement que vous avez évoquiez, sciences humaines, photographie, littérature. On peut ajouter effectivement des choses qu'on évoquait ce matin, photographie ou art, livre d'artiste. Hein, et donc c'est vrai que c'est des catégories qui peuvent éventuellement se concurrencer. Enfin, donc par exemple, si on prend la catégorie livre d'artiste existe sans doute à la BNF. Oui. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des cas où vous avez du mal à savoir où mettre un livre entre livre d'artiste et livre de photographie? Oui, moi, quand j'ai pris mon poste en fait de chef du service art, j'ai tout de suite rencontré les collègues donc du département des estampes pour faire un point sur la politique documentaire, puisqu'on a une politique documentaire, il y a une charte documentaire, donc c'est assez balisé, mais il y a des il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Et le département des estampes, en fait, achète plutôt en fonction de leur collection. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Eux, ils ont un corpus photographe, c'est-à-dire ils ont une liste de, je sais plus, 20 000 photographes, par exemple, et ils vont acheter par rapport à ces photographes qu'ils suivent ou qui sont dans les collections de la BNF. Donc pour tout ce qui est photographe étranger, par exemple, ou livres publiés à l'étranger, mais déjà moi je vais avoir une politique plus large qu'eux pour pouvoir aller prendre des photographes, des livres de photographes qui sont australiens, japonais, enfin voilà, plus large. Mais il y a aussi une question aussi sur les livres d'artistes, c'est que ça c'est entre le département des estampes et la réserve des livres rares. La réserve des livres rares a cette tradition de recevoir les livres d'artistes, mais c'est plutôt dans le lien qui est fait avec les artistes directement, souvent, ou par rapport à un don. Quand il y a un don d'une collection à la BNF, que ces questions-là sont traitées entre les départements. Donc c'est des périmètres qui sont quand même décrits, mais pour lesquels il peut y avoir des questionnements. Et puis moi, j'ai vu aussi mes collègues du département donc philosophie, histoire, sciences de l'homme, notamment pour la photo, l'anthropologie, parce que la photographie documentaire, j'ai dit, vous la prenez ou je la prends? Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, je vois, ils sont pas là. Et voilà, s'ils sont pas arrivés par le dépôt légal et orientés vers un magasin quelconque, eh bien voilà, il y a des ouvrages qui peuvent nous échapper. Et la photographie documentaire, moi j'ai quand même un œil attentif dessus en tout cas. Et c'est vrai que par exemple pour la street photographie aussi, ou la photographie de mode, c'est quelque chose qui n'était pas trop dans l'escarcelle du département des estampes, qui est quand même un peu traditionnel et qui met toujours du temps à rattraper les mouvements. Par contre, pour ce qui concerne le multimédia, il y a la question du dépôt légal numérique qui est en cours d'instruction, qui est quelque chose de très nouveau. Et il y a des dons qui commencent à être faits d'artistes multimédia directement. Donc il peut y avoir aussi des photographes multimédia qui peuvent venir déposer directement et ça va vers le département de l'audiovisuel et non plus des estampes. Donc c'est très compliqué ces questions, mais on fait des points en fait réguliers entre chargés de collection. C'est compliqué et puis y compris on peut concevoir que les critères avancés soient mouvants. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui constituerait un consensus ne le fasse plus demain. Parce que et puis on est une vieille institution, donc même si on a un œil sur la création lorsqu'elle se fait, il y a des liens étroits avec des photographes pour le département des estampes, mais il y a souvent des résistances. Ils sont un peu frileux à incorporer
voilà, des créateurs un peu trop émergents. Donc, moi, j'ai un peu carte blanche pour tout ce qui est étranger, en fait, pour les acquisitions en langue étrangère. Et eux, ils sont plutôt cantonnés aux relations avec les artistes français qu'ils connaissent bien, qui viennent déposer, en fait, directement. Il y a une sorte de petit marché, en quelque sorte, c'est-à-dire on leur achète directement, mais ils donnent des ouvrages. Et c'est comme ça que les collections se sont constituées avec Jean-Claude Lemagny, c'est-à-dire qu'il a tissé ce lien avec ces photographes qui lançaient une sorte d'auto-édition. Nous, on ne prend pas l'auto-édition. Par exemple, ce matin, on reçoit l'auto-édition, mais elle ne va pas forcément rentrer dans les magasins, elle va directement à Bussy, au site de Bussy, qui est un site de conservation. Et en fait, l'auto-édition, elle a un statut qui est mal considéré en ce moment, la BNF encore, même encore. Donc voilà, ces questions-là, moi, par exemple, s'il n'y a pas d'ISBN, je ne peux pas acheter l'ouvrage. Et je suis coincée. Vous voyez ? Donc c'est dans ces liens qui sont faits avec les photographes qu'on va quand même recueillir des ouvrages qui vont venir les donner et qu'on peut aussi les soutenir. Il y a une grande commande de la photographie qui a été lancée par Emmanuel Macron, et du coup c'est les collègues des Estampes qui sont en lien avec ces photographes à qui on a commandé. Il y a un soutien aussi, c'est-à-dire que la BNF n'est pas que conservée, elle est en lien avec des photographes et elle les soutient aussi financièrement en leur achetant des ouvrages, des portfolios, des books. Voilà. Ok, merci beaucoup. Il y a ici encore une question et après on va... Oui, c'est ça, une petite question après. Oui. Anne Moglin-Delcroix m'avait parlé... Je voudrais juste vérifier quelque chose avec vous. D'extension libre, c'était un peu le département où tous les livres inclassables tombaient. Ça existe toujours, ça, l'extension libre ? Non, j'en ai pas entendu parler. Elle me disait les livres d'artistes à la grande époque, des années 60-70, quand ils arrivaient dans les bibliothèques. Oui, tout n'arrive pas forcément. Et en plus, souvent, généralement, des des livres géniaux, mais auto-édités. Bam, extension libre. Non. Non, mais je vous dis, l'auto-édition ou les micro-éditions, c'est difficile à suivre. Et du coup, il y a des choses qui échappent à la BNF. Mais c'est le lien avec les éditeurs, avec les photographes qui va permettre de combler ces lacunes en quelque sorte. Mais il y a des lacunes forcément.